Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Dans ce flashback de rentrée, on évoque les ressorties de Terminator 2 en 3D, de Phase 4, de Saul Bass, de La solitude du coureur de fond, ainsi que des rétrospectives dédiées à Jacques Tourneur et Miloš Forman à la Cinémathèque française, sans oublier Jean Vigo à l'Institut Lumière, et le cycle Les films qu'il faut avoir vus à la Cinémathèque de Toulouse. On en parle en compagnie de notre invité, Michel Pascal, pour son livre Histoire secrète du cinéma français. Dans les ressorties de ce mois de septembre, on débute avec la version 3D de Terminator 2 de James Cameron, en effet, qui ressort le 13 septembre en version restaurée 4K, 3D donc, supervisé par Cameron lui-même, pour, dit-il, donner envie aux jeunes générations de spectateurs qui étaient trop jeunes à l'époque, en 1991, pour le découvrir en salle. Alors à l'époque, c'était une suite 7 ans après le premier film. Le premier film, en 84, était plutôt une série B, certes série B de luxe, mais tout de même. Alors évidemment, là, Cameron passe à l'échelle supérieure avec un budget qui n'est plus du tout le même, dans lequel Schwarzenegger, après avoir endossé le méchant dans le premier film, joue cette fois le robot T-800 pour protéger John Connor, le futur leader de la résistance face aux machines. James Cameron, et on le sait, le réalisateur des records. Pas un seul de ses films n'échappe à un record, soit d'effets spéciaux, soit de budget. Alors là, c'était à l'époque le premier film avec un budget de plus de 100 millions de dollars. Et quand on le revoit, avec la 3D en plus, même si son utilisation peut prêter à discussion, le long métrage n'a pas pris une ride. Il marque encore par ses effets spéciaux stupéfiants. Je me mets à la peau d'un spectateur qui découvre Terminator 2 en 91. Ça devait être quand même un choc assez impressionnant, messieurs. Je confirme, je me souviens que ça a été un choc. Alors les effets spéciaux, mais aussi le sens du timing extraordinaire, un scénario fabuleux, et puis un sens du suspense, des moments de suspense, notamment à la fin, où on croit que c'est terminé, c'est toujours pas terminé. Enfin, il y a vraiment une maîtrise extraordinaire dans ce film. Une efficacité en effet redoutable, une mise en scène d'une très très grande force, et puis un méchant d'anthologie, interprété par Robert Patrick, qui lui joue un robot, mais cette fois-ci très méchant. Donc c'est en effet une excellente occasion de revoir Terminator 2 3D en salle, donc en version restaurée et aussi en DVD au début du mois d'octobre. Là, cette fois-ci, la film ressort donc le 13 septembre dans les salles. Who sent you? You did. Get down. Come with me if you want to live. You just can't go around killing people. Why? I'm a Terminator. Hasta la vista, baby. Toujours dans les ressorties de ce mois de septembre, un film assez obscur, assez méconnu, de Saul Bass, qui s'intitule Phase 4, réalisé en 1974, qui lui aussi ressort le 13 septembre. L'histoire de deux scientifiques isolés en plein désert, qui tentent de comprendre le comportement intelligent et très étonnant des fourmis. Eux-mêmes vont pratiquer d'inquiétantes expérimentations. Alors, le film est connu pour une raison assez simple, c'est que c'est l'unique film de Saul Bass. Pourquoi ? Puisque Saul Bass était avant tout connu pour être le concepteur de nombreux génériques, bien sûr, de films d'Alfred Hitchcock, Psychose, Vertigo, La mort aux trousses, c'est lui, mais aussi West Side Story, Autopsie d'un meurtre, et puis, dans la dernière partie de sa carrière, les films de Martin Scorsese, Casino, Les Affranchis, Le temps de l'innocence. Alors, corrigeons un peu quelques légendes, non, il n'a jamais réalisé La scène de la douche, on lui a même parfois attribué à tort la réalisation de ce chef-d'œuvre. Non, il en avait quand même réalisé le storyboard. Alors, c'est un film très curieux entre fable écolo et film expérimental qui a, avouons-le quand même, passablement vieilli par ses longueurs et son atmosphère quand même psychédélique bien datée. Mais il demeure quand même assez impressionnant et on regrette d'ailleurs que Saul Bass n'ait pas réalisé plus de films quand lui-même tourne tel un entomologiste, une fourmière en ébullition. Il y a comme ça quelques instants dans ce film qui marquent et donc une occasion pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu de le redécouvrir en salle le 13 septembre. Autre ressortie, toujours durant ce mois de septembre, celle de La solitude du coureur de fond, Antoine, réalisée par
Tony Richardson en 1962 avec Tom Courtenay et Michael Redgrave, histoire d'un homme qui, après avoir volé dans une boulangerie, est envoyé en maison de redressement. Là, le directeur va vite découvrir ses talents de coureur de fond. Alors, c'est un film qui a surtout marqué un mouvement qu'on a appelé le free cinéma. Le free cinéma, alors d'abord, il faut savoir que c'est tiré d'une nouvelle de Alan Silito, qui est un écrivain qui lui-même appartenait à un courant littéraire anglais qu'on appelait les Angry Young Men. Et donc, Tony Richardson, lui, appartient avec Karel Reiss et Lindsay Anderson, par exemple, au mouvement du free cinéma. Alors là, par contre, c'est un film en noir et blanc, mais alors qui n'a pas pris une ride, parce que c'est un film, La solitude du coureur de fond, épuré, avec des acteurs formidables. C'est un film qui décrit la grisaille dans laquelle se trouve la jeunesse anglaise, comme beaucoup de ces films du free cinéma, et qui se retrouve un peu à l'époque sans projet et sans avenir. Alors cette période, d'ailleurs, des années 60, elle va déboucher sur une libération créative formidable dans la musique, avec les Beatles et les Rolling Stones, mais donc au cinéma, il y a quelques films majeurs des années 60 qui sont Samedi soir et dimanche matin de Karel Reiss, If, bien sûr, de Lindsay Anderson, Palme d'or à Cannes, et puis donc cette solitude du coureur de fond de Tony Richardson, dont le héros est effectivement ce pensionnaire d'une maison de redressement à qui ses performances de coureur donnent à la fois une échappatoire mentale et un statut privilégié, mais ce jeune homme va refuser de se laisser endormir et va résister finalement à la soumission, et c'est en ça que le film est une invitation à la révolte dans cette Angleterre élitiste et cadenassée du début des années 60. Ce film, c'est aussi la rencontre entre Tom Courtenay, qui était un jeune acteur filiforme et tourmenté, qui fera une assez belle carrière, et Michael Redgrave, qui lui est un des grands acteurs du cinéma anglais des années 40, qui joue le rôle du chef de l'établissement. Ces films-là, c'est ces quelques films anglais. D'abord, moi j'adore le cinéma anglais, je considère qu'à partir des années 40, il est totalement mésestimé et sous-estimé de façon injuste, et par exemple dans cette solitude du coureur de fond, on a une forme qui est sans doute moins innovante que la nouvelle vague qui est contemporaine, mais en fait c'est des films qui n'ont pas du tout vieilli, ils ont peut-être été un peu moins remarqués à l'époque, mais il y a un discours social qui est beaucoup plus réaliste et ancré dans le pays réel que les films de la nouvelle vague, et qui préfigure totalement les films de Ken Loach ou le Stephen Frears de My Beautiful Laundrette par exemple. From the producers who have made the most talked about films of the decade, another brilliant picture. You talked about, you rushed to see, Saturday night and Sunday morning. And A Taste of Honey. Now the same filmmakers do it again. These are the people who discovered Albert Finney and Rita Tushingham. Now they put another exciting new face before you. The face of Tom Courtenay in The Loneliness of the Long Distance Runner. Running's always been a big thing in our family, especially running away from the police. It's hard to understand. All I know is that you've got to run. On parle également des rétrospectives de cette rentrée, à commencer par celle consacrée au cinéaste français. Rappelons-le, Jacques Tourneur, même s'il a été naturalisé ensuite américain. Jacques Tourneur, donc honoré à la Cinémathèque française du 30 août au 8 octobre. Cinéaste qui a fait donc l'essentiel de sa carrière à Hollywood. On l'a beaucoup considéré comme le maître du cinéma fantastique et de la suggestion, avec notamment La Féline, mais aussi Vaudou et Rendez-vous avec la peur. Qualifié de cinéaste de l'invisible, Bertrand Tavernier même lui dédiera sa mort en direct en 1980. Jacques Tourneur, toujours aussi d'actualité. Oui, alors ce qui est extraordinaire chez Tourneur, c'est que c'est quand même un des cinéastes inventeurs de l'économie de moyens. Il cherchait à filmer la peur plutôt que ce qui fait peur. Il préférait effectivement la suggestion à des effets spéciaux que de toute façon la RKO et son patron de l'unité de film B, Val Newton, n'avaient pas les moyens de lui offrir. Il jouait sur les expressions de ses acteurs, mais aussi sur l'éclairage, les zones d'ombre, des bruits inattendus, l'instabilité de l'environnement, et tout ça créait un climat effectivement terrifiant. Vous avez cité, mon cher Antoine, les films d'horreur de Jacques Tourneur. Mais c'est réducteur. Mais il n'y a pas que ça. Bien sûr. Parce qu'il y a aussi Out of the Past, film noir absolument extraordinaire, La Griffe du passé, avec Robert Mitchum et Jane Greer. Il y a Angoisse, un thriller psychologique avec Eddie Lamar. Il y a un film qui m'a fasciné dans mon enfance, qui est La Flibustière des Antilles, film d'aventure féministe avec Jean Peters. Il y a Le
Le Gaucho, très beau film en Technicolor sur la violence et la rédemption d'un homme. Là aussi, un des films préférés de Bertrand Tavernier avec Gene Tierney. Et puis Berlin Express, qui est le premier film tourné dans l'Allemagne de l'après-guerre avec Robert Ryan et Merle Oberon. Et puis alors d'ailleurs, dans ces films, c'est assez marrant parce que la plupart des films de Tourneur sont des films qui sont vus par le regard d'un homme, mais dans lequel c'est une femme qui est en fait le moteur de l'action. Donc vraiment Tourneur, cinéaste très très intéressant et rétrospective extrêmement bienvenue. Il y a une métaphore de la sexualité, notamment dans La Féline évidemment, et puis il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez Tourneur, grâce à son sens extraordinaire du noir et blanc, de l'éclairage, c'est de nous faire toucher du doigt le surnaturel, mais sans jamais nous obliger à y croire, en laissant toujours la porte ouverte à une explication rationnelle. Et absolument. je trouve ça passionnant. C'est le cas notamment dans Vaudou, où on ne sait pas si la femme Vaudou qui est censée être morte est vraiment morte quand voilà, on ne sait pas. Et puis il y a aussi dans Curse of the Demon cette espèce de scène fascinante où on a un monstre qui est censé arriver et puis il est noyé dans une sorte de halo de fumée. Et d'ailleurs Tourneur s'était battu avec le producteur qui voulait absolument qu'on voit le monstre et lui ne voulait pas qu'on le voit. Autre rétrospective, cette fois toujours à la Cinémathèque française, cette fois-ci consacrée à Miloš Forman, du 31 août au 17 septembre. Je signale également que Man on the Moon, sorti en 1999, ressort aussi dans les salles le 13 septembre. Alors Miloš Forman, il est né en Tchécoslovaquie, à Kašlav, je ne sais pas si je le prononce bien, de parents déportés et puis mort à Auschwitz. Il entre ensuite à l'école de cinéma de Prague. Dans son pays, il signe plusieurs longs métrages, L'As de pique, Les Amours d'une blonde et surtout, bien sûr, Au feu les pompiers, son premier film en couleur, satire caustique et impitoyable du système soviétique. Alors au moment du printemps de Prague survient, Michel, un événement rocambolesque que vous allez un petit peu nous raconter, celui de sa fuite improbable vers la France avec des producteurs. Enfin, c'est un épisode que vous racontez dans votre livre. Oui, absolument. D'abord, il va être banni des studios tchèques en raison du contenu même de ses films qui on le voit bien, annoncent le printemps de Prague et qui sont en plein le reflet artistique du printemps de Prague et du mouvement culturel qui le sous-tend. Et donc, il va venir à Paris une première fois au moment du Festival de Cannes, donc en mai 68, pour préparer ce qui va être son premier film américain, qui est déjà en pré-production, qui sera Taking Off, et il repart en Tchécoslovaquie, et là il faut absolument qu'on le ramène en France avec ses enfants, et c'est Claude Berry qui va s'en charger en prenant une voiture, une Mercedes, et qui va ramener Miloš Forman de Prague. Et une anecdote extraordinaire, c'est que comme l'armée russe arrivait à ce moment-là, les Tchèques avaient complètement changé les panneaux routiers pour qu'ils mettent le plus de temps possible à arriver à Prague. Et donc c'était un bordel absolument incroyable. Tout le monde se trompait à chaque carrefour. Et donc le trajet Forman-Berry vers Paris a été aussi compliqué par cette affaire. Mais Forman est arrivé sain et sauf à Paris, a échappé aux griffes aux griffes soviétiques. Et après il a poursuivi sa carrière aux États-Unis, où là il a eu les moyens de ses ambitions. Et on est passé d'une influence de ce qui est quand même sa vraie nature. C'est quand même, il est né tchèque et c'est quand même ce qui va rester l'essence de sa création. Mais après, les États-Unis vont lui apporter une puissance visuelle qui va exploser dans tous ses films. En effet, suivront aux États-Unis Taking Off, coécrit avec Jean-Claude Carrière, puis bien sûr le triomphe de Volodymyr et de Coucou. Suivront Air, Ragtime, Valmont, Larry Fleet, Man on the Moon donc. Ces deux derniers films en particulier témoigneront brillamment de son observation très aiguisée de la société du spectacle. Et puis bien sûr, on termine par mon sens le meilleur, Amadeus, adapté de la pièce de Peter Shaffer qu'il tourna en grande partie à Prague d'ailleurs, comme un retour aux sources, dans lequel il raconte la vie mouvementée de Mozart à travers les yeux de Salieri, tout à la fois son ennemi intime et son plus grand admirateur. Pour reprendre l'affiche du film que j'aime beaucoup, en résumé en quelques mots, l'homme, la musique, la folie, le meurtre et à l'arrivée, un chef-d'œuvre couronné par 8 Oscars. Are we going to appall you with something confidential and disgusting? Let's hope so, because that is what you really like. Unconfessed crimes of buried wickedness. If that is what brings you to us, the prospect of hearing horrors, you shall not go unrewarded. I don't believe it. The whole city is talking. You hear it all over. What a story. What a scandal. What a comedy. What a tragedy. Incredible. I don't believe it. Who can believe it? What horrors have you heard? Tell us. Tell us. Tell us at once. Tell us about Wolfgang. Amadeus. Mozart. Mozart. Mozart? How good is he, this Mozart?
He's remarkable. Is an unprincipled, spoiled, conceited brat. I'm a vulgar man. But I assure you, my music is not. He is divinely inspired. He is arrogant, vulgar, obscene. He creates music for the gods. He is passionate. He burns with fire. He is an angel. He is a devil. He claimed he'd been poisoned. Some said he accused a man. Some said the man was Salieri. Salieri? Salieri. I don't believe it. All the same. Could it be possible? Did Salieri do it after all? Did he murder Amadeus? Le cinéaste Jean Vigo est aussi honoré à la fois à la Cinémathèque française lors d'un week-end les 2 et 3 septembre, mais aussi à l'Institut Lumière jusqu'au 8 octobre, avec notamment le lundi 18 septembre à 20h30, la projection de La Talente en présence Michel de Nicolas Seydoux, dont nous reparlerons tout à l'heure. La Talente, donc suivi d'un documentaire sur la restauration du film. Il y aura aussi, toujours à l'Institut Lumière, les courts-métrages de Jean Vigo, Tari, Roi de l'eau, À propos de Nice et bien sûr Zéro de conduite, réalisé en 1933. La Talente, Michel, qui est un film qui est encore cité aujourd'hui, qui est une sorte de pierre angulaire de l'histoire du cinéma français. La Nouvelle Vague s'était emparée de l'œuvre de Vigo à juste titre, et donc elle a toujours encensé Jacques Rivette, va évoquer Vigo quand il va voir découvrir le premier court-métrage de Truffaut, Les Mistons, à l'écran, et voir la parenté évidente entre l'influence de Truffaut et le cinéma de Jean Vigo que Truffaut mettait au-dessus de tous les autres, pour son sens aigu de la liberté. Donc c'est cette œuvre de Vigo qui est absolument une des plus courtes de l'histoire du cinéma, puisque au total ça fait moins de 3 heures ou moins de 2 heures et demie, hein, les 2 courts-métrages et le seul long-métrage qui est La Talente. Voilà, mais ce sont des films qui ont gardé, personne n'a oublié les ralentis de la salle de classe avec les plumes qui tombent doucement dans Zéro de conduite, ou bien le fabuleux Michel Simon, Edith Parlo dans La Talente, ode à l'amour libre. Donc à retrouver à la Cinémathèque française et à l'Institut Lumière à Lyon. Et enfin on termine cette partie rétrospective avec la Cinémathèque de Toulouse, et c'est très bien en cette rentrée, un petit peu de rafraîchissement cinéphilique et de bonne aloi, avec un cycle qui s'intitule Les films qu'il faut avoir vus au moins une fois dans sa vie, présenté par Franck Lubet, responsable de la programmation de la Cinémathèque de Toulouse. Alors, pêle-mêle, on y retrouve L'Aurore, L'Ange bleu, Le jour se lève, La règle du jeu, La porte de l'enfer, Le septième saut, Le voyeur, au hasard Balthazar, Il était une fois dans l'Ouest, Sans soleil de Chris Marker, et enfin À nos amours de Maurice Pialat. Et cette scène toujours déchirante entre Maurice Pialat lui-même, cinéaste et créateur, et une révélation qu'à l'époque peu de gens connaissaient, Sandrine Bonner. T'as changé depuis quelques semaines, là, je t'observe. J'ai changé? Oui. En quoi j'ai changé? Je sais pas. Tu souris plus beaucoup. Moi? Qu'est-ce qui va pas? Y a rien. Je sais pas, tu souriais au moins 10 fois plus que ça dans le temps. Et quand je dis dans le temps, c'était il y a 1 mois, 2 mois. Tu t'ennuies, on dirait. Non, je m'ennuie pas. Je m'ennuie pas, mais... C'est toi qui me mets des idées dans la tête. Non. Puis je te connais, là, têtu, bourrique comme tu es, tu liras jamais. Pourquoi tu... Mais non, mais y a rien. Oh, écoute. Je t'assure, y a rien. Ça fait 1 mois environ que t'as changé. 1 mois? Oui. Et pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, alors? On se parle pas beaucoup. Ouais, d'accord, mais c'est pas une raison. C'est toi, ouais, qui change. T'es tout triste, là. Je suis pas triste, je suis fatigué. Bah, t'as vu comment que tu bosses? Je crois que je vais vous quitter, Suzanne. Nous quitter? Oui. Et tu vas aller où, alors? Oh, ça me regarde. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire, t'y penses? Mais... figure-toi que j'y pense, oui. T'auras ton frère. Un chef de famille, ton frère. Un frère, ça suffit pas, hein. Tu vois, il y a un jour, on en a assez. C'est peut-être arrivé pour moi. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma.